Bon, nous y voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver puisqu'il y a eu une saison qui a sauté entre deux. Mais vous voyez, je reste sur la question de la transition énergétique que j'ai déjà évoquée à travers de multiples sujets et je vais donc continuer à nouveau pour explorer voilà, d'abord, quelle est la réalité aujourd'hui et quels sont les chemins possibles vers voilà, cette révolution, cette transition, enfin ces changements en termes de production et de consommation d'énergie. Alors, comme chaque année, je vais être accompagné, très bien accompagné, parce que je n'ai pas toutes les compétences, et donc, voilà, jusqu'au 17 décembre, jusqu'à Noël, le mercredi à 14h, de 14h à 16h, je serai accompagné donc d'invités qui vont nous apporter des éclairages sur un certain nombre de questions. Alors, il faut que je m'excuse d'une chose, c'est que le déroulement n'est pas hyper cohérent. Je vais parler de certaines choses, je vais m'arrêter, en reparler un peu plus tard, mais c'était pour essayer de trouver la meilleure coordination avec mes invités. Par exemple, Noureddine, aujourd'hui, n'était libre qu'aujourd'hui, donc je m'adapte à des choses comme ça. La deuxième remarque que je veux faire, enfin vous connaissez le programme, la deuxième remarque, c'est que comme je vais parler de ce domaine des carburants électriques, ou carburants alternatifs, ou carburants de synthèse, et en anglais, que les Français reprennent, e-fuel, vous avez déjà vu tout ça, eh bien, je vais être amené à reparler de l'électricité. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais c'est un sujet majeur. Reparler, donc aujourd'hui, je vais refaire le point où on en est de la consommation, de la production électrique. Et de fait, alors j'en parle parce qu'en effet, les carburants dont je vais vous parler sont électriques. Il faut de l'électricité et on verra avec certains calculs que ça peut être en effet des quantités massives si on veut remplacer pétrole, gaz, charbon par ces carburants alternatifs. Et voilà, donc je parlerai plus spécifiquement dans ces carburants alternatifs, non pas de biomasse, parce que j'en ai parlé déjà dans des cours précédents, mais de parler de la valorisation du CO2. Donc ça m'amènera à parler de capture du CO2 et de transformation du CO2 vers ces fameux carburants électriques. Et aujourd'hui, voilà, grâce à Noureddine Hadj-Saïd, que je présenterai brièvement tout à l'heure, on va aussi aborder un sujet qui pour moi est majeur, que je ne traiterai pas parce que je n'en ai pas la compétence, mais c'est l'occasion de le faire avec des experts, de la question des réseaux électriques. C'est absolument majeur. Dans toutes les séances précédentes, au cours des dernières années, je n'ai jamais parlé de réseau. J'ai mentionné l'importance de ce domaine. Et là, nous avons l'occasion, et merci Noureddine, de ta présence. Et le dernier point, c'est à venir. J'ai vu qu'il y avait déjà une affiche. Donc il y aura, cette séance se terminera par un colloque avec vraiment des très très bons spécialistes de ces questions. Un colloque sur l'adaptation au réchauffement climatique. Voilà. Bon, ça, j'ai déjà montré ça, mais c'est pour redire à nouveau, résumer, qu'est-ce que c'est que cette transition énergétique. Vous pouvez la voir aussi bien à gauche, ça c'est ma création, ou à droite, et ça c'est la création des pouvoirs publics. C'est des choses que vous voyez dans les textes de la SNBC. En gros, c'est trois choses, la transition énergétique, et je vais en traiter une partie au cours de ces séances. La première, c'est de diminuer notre consommation d'énergie. C'est ce que vous voyez ici.
c'est ce que vous voyez ici, avec un chiffre qui est autour de 1500 TWh pour la France, pour arriver à 900 000 TWh. Alors il y a beaucoup de questions, si cela est réaliste ou pas, est-ce que c'est trop massif, est-ce que ça n'est pas assez, enfin, c'est toute la question de la place de la sobriété, des efforts d'efficacité énergétique, de la lutte contre les gaspillages, enfin, etc., etc. Est-ce qu'on pourra arriver en si peu de temps à 1000 TWh? Bon, ça c'est une autre question que je ne traite pas ici. La deuxième chose, c'est qu'il faut augmenter, il faut électrifier. Et c'est cette part ici, vous voyez, la France, c'est 27% d'électricité dans notre consommation électrique, et ça, c'est déjà parmi les records du monde. Nous sommes un pays déjà très électrique, mais notre projet, comme de beaucoup d'autres pays, c'est d'augmenter cette part. Donc il faut augmenter la consommation électrique, c'est ce qu'on appelle l'électrification des usages, dont je ferai, qui sera l'objet d'un cours, je crois, la semaine prochaine. Et évidemment, cette consommation électrique, elle doit être accompagnée d'une production électrique suffisante et qui doit être bas carbone. C'est évident, donc solaire, éolien, nucléaire, etc. C'est ce que vous voyez aussi en bleu, la part qui augmente. Et puis, il faut dire une chose, parce qu'on entend tout et n'importe quoi souvent dans ce domaine-là, c'est qu'il n'y aura pas 100% électrique. Tout ne sera pas électrique, et en tout cas pas en 2050, et c'est pour ça que tous les scénarios ici ou là présentent une partie, c'est la partie grise, qui constitue du carbone ou de la chaleur non fossile. Aujourd'hui, il y en a, vous voyez, c'est essentiellement du bois et un peu de biocarburant, par exemple. Mais demain, ça sera un peu plus, peut-être pas de bois parce qu'on sait qu'il faut faire attention aux forêts, mais plus de biocarburant, de chaleur non fossile, géothermie, enfin, etc. C'est ça l'enjeu, et c'est quand même considérable, hein, parce que c'est au moins 400-450 TWh. Voilà, donc, et tout ça, évidemment, c'est pour faire disparaître petit à petit les énergies fossiles. Voilà ce que sont les scénarios dans leurs grandes lignes. Je ne pense pas faire une présentation orientée, tous les scénarios sont comme ça. Alors, ce carbone, aujourd'hui, vous voyez, sur les 1500 TWh, il y a à peu près 1000 TWh qui viennent des fossiles. La très très grosse majorité, vous voyez, 85-90%, c'est pour de l'énergie. Et les transports terrestres, vous voyez, c'est plus de 400 TWh. Bon, tout ça, c'est pour faire des carburants, de l'essence, des diesels, du kérosène, se chauffer au gaz naturel, enfin, c'est tout ça. Donc c'est considérable. Mais néanmoins, il n'y a pas que ça. Il y a une partie non négligeable, vous voyez, c'est une centaine de térawattheures, c'est l'essentiel de la pétrochimie, c'est tous les composés carbonés que vous portez actuellement sur vous, sur lesquels vous êtes assis. Voilà, c'est la production par l'industrie chimique de précurseurs de type oléfine, aromatique, méthanol, enfin il y en a des centaines, pour conduire aux produits qui sont très utiles pour la société, polymères, plastiques, médicaments, solvants, engrais, détergents, enfin, etc., etc. Tout ça, c'est du carbone et ça vient de la pétrochimie. Et donc demain, si nous arrivons à nous débarrasser des fossiles, eh bien, la question, c'est quel carbone allons-nous utiliser? Ce carbone renouvelable alternatif, à nouveau, autour de 450 TWh, c'est ça l'objectif. Hein. Si on fait disparaître tous les fossiles et qu'on électrifie même massivement certains usages, eh ben, on peut penser que, évidemment, il y en aura un peu moins besoin parce qu'on aura électrifié directement tout un tas de choses, mais quand même, il faudra... on ne pourra pas tout électrifier, donc on aura besoin, pour certaines applications, de carburant solide, liquide ou gazeux, équivalent au pétrole, au gaz, au charbon. Et en gros, pour simplifier, eh bien, ce carbone, il viendra soit de la biomasse, soit des déchets, et soit du CO2. Et ici, le CO2 est présenté en rouge parce que c'est de ça dont je vais parler.
Et on peut penser qu'on aura toujours besoin, alors ça c'est assez évident, on aura toujours besoin de médicaments, de plastique, de polymères, de solvants, d'engrais, enfin, etc., etc. Et tout ça, c'est du carbone. Et à nouveau, je pense qu'en 2040, 2050, les habits que vous porterez, alors peut-être pas tous ici dans cette salle, seront à base de carbone. Moi-même, d'ailleurs, je n'y serai pas, mais voilà. Et donc, bon, voilà, je fais un calcul. Je maintiens qu'on aura besoin à peu près d'une centaine de térawattheures de tout ça. C'est à la louche, hein, bien sûr. Voilà, donc, à nouveau, je répète, je l'ai déjà dit, la question n'est pas de décarboner. Parce que quand on n'arrête pas de dire qu'il faut décarboner, on sous-entend qu'il n'y aura plus jamais de carbone sur la planète, ce qui est évidemment une absurdité, parce que d'abord la planète en est pleine, mais aussi parce que les sociétés, l'industrie chimique aura besoin de sources de carbone, comme je viens de l'expliquer. Alors il y a donc, si vous voulez, deux solutions pour remplacer ça, c'est de trouver à la place du charbon des solides, du gaz naturel des gaz et à la place du pétrole des liquides alternatifs. Et donc, en effet, une première possibilité qui existe déjà, c'est la biomasse. Le bois, c'est solide, le biogaz, c'est gazeux, les biocarburants, c'est liquide. Enfin, tout ça est fait pour remplacer, en effet, en partie, le pétrole et le gaz, etc. Alors, bon, ça, c'est une dia que j'ai déjà présentée. Je n'en dis pas plus. Je l'ai fait quand j'ai fait un cours sur la biomasse, il y a 2 ans. Allez voir, je continue à penser ce qui est écrit ici. Quelle perspective énergétique pour la biomasse? C'est un rapport de l'Académie des sciences. Voilà, où la biomasse sera effectivement une source de carbone, mais elle n'est pas totalement idéale. Elle est contrainte aussi. D'ailleurs, il n'y a rien qui est idéal, hein, comme vous le savez. Les gisements sont limités. Donc il faut à nouveau savoir si, par rapport à l'objectif de 450 TWh, où on sera capable d'être, est-ce que ça sera à 150, à 200, à 300 TWh? Tout démontre que probablement pas à 450. Et puis, voilà, il y a un certain nombre de problèmes liés à cette source, compétition avec la production alimentaire, les impacts environnementaux, un usage massif de la surface, et puis il y a encore tout un tas de recherches à mener pour réussir cette valorisation de la biomasse. Voilà, donc l'autre solution, c'est d'électrifier directement. Et donc c'est pour ça que défossiliser, c'est aussi électrifier, parce que, au fond, si on veut remplacer ces sources d'énergie par toutes les autres, on s'aperçoit que toutes les autres sont des énergies électriques. Et donc, si on passe là, alors on passe sur celle-là parce que, comme vous le voyez, leur empreinte carbone est exprimée en grammes de CO2 par kilowattheure est très inférieure à celle des fossiles. Et donc, tout ça, il faut bien le savoir, sont des énergies électriques. Donc, on n'a pas le choix. Remplacer une source d'énergie de type fossile par une autre source d'énergie, c'est obligatoirement faire plus d'électricité. Et donc, en effet, on est confronté à cette exigence de trouver voilà, tout un tas de stratégies pour électrifier une grande partie des usages actuels. Alors, c'est électrifier le chauffage hein, dans les bâtiments, c'est pompe à chaleur par exemple, c'est électrifier les véhicules, c'est les véhicules électriques dans les transports, c'est trouver de nouveaux procédés électriques pour l'acier, le ciment, le verre, l'aluminium, l'éthylène, qui sont ceux qui sont les plus émetteurs de CO2. C'est évidemment produire de l'hydrogène avec de l'électricité, c'est l'électrolyse de l'eau. C'est aussi produire de la chaleur électrique et d'implémenter massivement des fours électriques dans l'industrie. La chaleur dans l'industrie, c'est une grosse consommation d'énergie, hein, ça doit être autour de 150 TWh. Hein. Et puis j'ai mis en rouge le fait qu'il y a tout un tas de choses qui ne pourront pas être directement électrifiées, mais qui auront besoin de ces carburants gazeux, solides, liquides, équivalents au pétrole, gaz, charbon. Mais
malgré tout, c'est de l'électricité parce que même si ce n'est pas de l'électricité, ils sont produits par de l'électricité. Et ce sont les électrocarburants. Voilà. Donc, quand on parle de carburant de synthèse, de quoi on parle de façon simplifiée? Donc, aujourd'hui, on a besoin de tout un tas d'hydrocarbures, d'alcool, enfin tout un tas de molécules organiques. Massivement, c'est pétrole, gaz, charbon qui donne ça, et qui est utilisé ensuite. Il y a un petit peu déjà de biomasse et de déchets. Et la perspective de ces carburants alternatifs, c'est ça. C'est la capture du CO2, et c'est la considération que le CO2 est une source de carbone, et pas simplement un polluant, mais est une source de carbone, donc il faut l'attraper quelque part. Donc le plus facile, c'est de l'attraper aux sites les plus émetteurs de CO2, c'est-à-dire là où la concentration de CO2 est la plus élevée, donc c'est essentiellement sur les sites industriels, usines métallurgiques, centrales thermiques, cimenteries, fermenteurs, enfin, etc., etc. Et c'est aussi, pour le moment on est encore très loin du compte, mais c'est ce qu'on appelle la capture directe du CO2, c'est capturer ce qui est là, ici, là, autour de moi et de vous. C'est les 400 ppm de CO2, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus énergétiquement exigeant et plus cher. Enfin, c'est l'idée aussi. Et ensuite, ce CO2, alors on parle de le séquestrer, de l'enfouir au fond de la Terre, de le planquer, de ne plus le regarder. Et puis, donc là, je suis dans une autre perspective qui est celle de l'utiliser. Donc on parle de CCUS, Carbon Capture, U c'est Utilization et S c'est Sequestration. Je dirais quelques mots dans un autre cours sur cette séquestration, mais l'idée c'est ça, c'est qu'une fois qu'on a du CO2, eh bien, est-ce qu'on peut le transformer en hydrocarbures, en alcool et remplacer toute la pétrochimie qui est là? Et pour le moment, c'est essentiellement une réaction de réduction de ce CO2. C'est au fond incorporer de l'énergie dans cette molécule de CO2, énergie qui est dans les nouvelles liaisons carbone-carbone et carbone-hydrogène et carbone-oxygène de ces composés. Et cette énergie, elle vient d'une énergie chimique qui est l'hydrogène. Et donc la stratégie pour le moment principale de ces carburants alternatifs, c'est l'hydrogénation du CO2. Voici quelques réactions bilan. On peut faire du méthane à partir de CO2 et 4 équivalents d'hydrogène. On peut faire du méthanol. Ici, vous voyez, on part de CO, mais le CO vient lui-même du CO2. J'en dirai quelques mots. Et on peut faire des molécules à très grande chaîne de type kérosène, par exemple. Donc tout ça est possible. Alors pourquoi c'est électrique tout ça? C'est électrique parce que, bien évidemment, l'hydrogène qu'on veut utiliser, ce n'est pas de l'hydrogène qui vient des fossiles, parce que utiliser des hydrocarbures pour faire des hydrocarbures, c'est évidemment complètement idiot. Donc c'est... Ah oui, c'est juste un petit mot pour vous montrer que, vous voyez, cette réaction-là, appelée synthèse de Fischer-Tropsch, qui est une réaction très connue. Ici, j'ai mentionné un article, vous voyez, de 1981 qui décrit le mécanisme de cette réaction. C'est juste pour montrer que c'est une réaction catalytique qui permet d'hydrogéner des molécules de CO pour faire des réactions à longue chaîne. Sur la surface du catalyseur, vous cassez la molécule de CO, vous faites des intermédiaires adsorbés de type CH2, CH3, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez, cassure de carbone-oxygène, ensuite hydrogénation, et simplement, ces groupements CH2 peuvent s'attacher les uns aux autres et vous sortez des molécules à longue chaîne, donc on peut vraiment faire du kérosène avec cette chimie-là. Voilà. Oui, donc pourquoi c'est électrique? Parce que, évidemment, ce qu'on veut, c'est de l'hydrogène vert. Et ces hydrocarbures qui viennent de cette réaction contiennent de l'énergie qui est en fait de l'énergie électrique qui a permis de transformer l'eau en hydrogène. C'est en ce sens qu'on parle de e-fuel pour ces hydrocarbures qui viennent de ce chemin-là. Alors il y a une autre façon de faire, c'est celle que je développe avec mes collaborateurs dans mon laboratoire.
et d'autres dans le monde, c'est de ne pas passer par l'hydrogène, mais ça reste électrique, parce que c'est utiliser l'électricité directement pour faire réagir du CO2 avec de l'eau pour donner ces composés. C'est beaucoup moins mature pour le moment, technologiquement, industriellement, et donc je n'en parlerai que peut-être l'année prochaine, donc je ne parlerai plus de cela cette année. Voilà. Il y a une autre molécule d'intérêt dont vous avez entendu parler, c'est l'ammoniac. L'ammoniac, c'est notamment très utilisé pour produire des engrais. C'est une réaction de l'azote avec l'hydrogène. Là aussi, si cet hydrogène est de préférence bas carbone, électrolytique venant de l'électrolyse de l'eau, c'est une molécule qui est un quelque chose, e-fuel, parce que l'énergie que contient cette molécule, c'est, moyennant toutes les pertes énergétiques, les rendements ne sont pas de 100%, c'est l'électricité qu'on a introduite pour faire l'hydrogène qui réagit avec l'azote. C'est ça le principe. Voilà, donc on est là devant une vraie révolution à mettre en place de ce que on peut appeler la chimie organique, qui va se traduire par deux grandes stratégies. Une stratégie à partir de la biomasse, comme source de carbone, biomasse forestière, biomasse agricole, maricole, déchets, par la mise au point de tout un tas de procédés, fermentation, méthanisation, gazéification, pyrolyse, liquéfaction, Fischer-Tropsch, etc., ou à partir de CO2 et d'eau. Alors là, il n'y a pas d'énergie dans le CO2 et de l'eau, donc il faut de l'énergie, et cette énergie, c'est de l'énergie évidemment bas carbone, ce n'est pas des fossiles, bien sûr, soit par électrolyse de l'eau, soit par électrolyse directe du CO2, hydrogénation du CO2, et pour donner bien toutes les molécules carbonées ou azotées dont nous avons besoin aujourd'hui et dont nous aurons besoin demain. C'est tout ça qu'il faut mettre en place, et au fond, voilà, pour moi, c'est comme ça que je comprends le domaine des e-fuels, tous ces composés carbonés, azotés, qui vont devoir remplacer la pétrochimie. Alors, ça, c'est par exemple un résumé, j'y reviendrai, mais c'est pour vous montrer. Alors, je reviendrai, il y aura un cours là-dessus. L'exemple typique du domaine, je crois l'avoir déjà dit, mais du domaine dans lequel on aura véritablement besoin de carburant liquide, c'est le domaine de l'aviation. Voilà, je ne crois absolument pas à des gros porteurs à hydrogène ou électriques. Enfin, à nouveau, moi, je ne montrerai pas dedans, mais donc, à cause de cette densité énergétique si forte dans ces carburants, on aura besoin de ces carburants liquides. Et là, par exemple, c'est l'état de l'art en ce moment sur ce qu'on appelle les e-SAF, donc les I pour électricité, SAF, Sustainable Aviation Fuels, donc les carburants d'aviation durable. Eh bien, la stratégie que nous essayons de développer dans mon laboratoire, d'ailleurs en relation avec des industriels, c'est, vous voyez, ça c'est les TRL, c'est la mesure de la maturité d'une technologie. C'est plutôt bas, c'est le plus bas, donc il faut y travailler encore beaucoup. Ça consiste à faire de l'éthylène directement en CO2, donc des oléfines oligomérisées, et puis faire les hydrocarbures. Mais aujourd'hui, il y a, disons, 2-3 voies qui sont beaucoup plus matures. C'est d'une part l'électrolyse de l'eau qui donne de l'hydrogène, ensuite la transformation en CO, en monoxyde de carbone, et ici vous avez un intermédiaire gazeux qu'on appelle le syngaz, le gaz de synthèse, qui est particulièrement adapté, comme vous l'avez vu dans les réactions que j'ai montrées précédemment, pour faire du Fischer-Tropsch de grandes molécules qui vont directement donner les hydrocarbures dont on a besoin à longue chaîne de type kérosène. Mais il y a une autre façon de faire qui marche pas mal, avec des degrés de maturité divers,
c'est de transformer le CO2 et l'hydrogène en éthanol ou en méthanol, et à partir de ces alcools, à travers des procédés qui sont relativement matures, déshydratation de l'éthanol, synthèse d'oléfines à partir de méthanol, on peut arriver à des oléfines qui, oligomérisées, donnent les hydrocarbures dont j'ai parlé, qui sont les substituts des kérosènes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont développées dans cette chimie-là. Je n'irai pas beaucoup plus loin, si vous voulez, dans les détails de cette chimie, mais c'est pour vous donner une vision de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et ça c'est un message important. Voilà, vous pouvez lire cet article dans Nature Climate Change en 2021, mais il y a plusieurs études comme ça. Un message qui est très clair, c'est qu'il faut électrifier directement. Donc la première chose, c'est beaucoup plus rentable sur le plan énergétique d'électrifier directement que d'électrifier pour fournir des carburants et ensuite d'utiliser ces carburants pour donner de l'énergie au système. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est voir tous les usages qu'on peut électrifier directement. Et puis on va tomber sur un certain nombre de secteurs qu'on ne pourra pas électrifier. Et là, on n'échappera pas au passage par ces intermédiaires de type hydrocarbures, alcool. C'est typiquement le cas de l'aviation. Mais ceci vous montre, vous voyez que pour au fond, produire la même quantité d'énergie à la fin, que ce soit dans les voitures, c'est le cas ici, que ce soit dans l'industrie avec des fours pour de la haute température ou du chauffage à basse température, eh bien, il vous faut une quantité beaucoup plus grande d'électricité, ça c'est le point de départ, si vous passez par la synthèse des hydrocarbures que si vous électrifiez directement. Et en fait, vous voyez, vous avez des facteurs pour l'industrie, le chauffage à haute température, c'est deux fois plus intéressant d'électrifier directement. Pour la voiture, c'est 5 fois plus intéressant. Et pour le chauffage à basse température, c'est entre 6 et 10 fois plus intéressant. Donc, c'est ça la stratégie. On électrifie partout où on peut, et vous allez voir que malheureusement ça ne marche pas très bien. Et ensuite, quand on ne sait pas électrifier, on essaye de passer par ces carburants de synthèse. Voilà, alors, bon, ça, vous en verrez, il y a des projets partout dans le monde, enfin partout dans le monde. Vous voyez beaucoup en Amérique du Nord, du Sud, en Asie, en Australie, un peu en Europe. C'est beaucoup de... Alors ça, c'est une typologie de projets qui sont à très forte production. Hein. Ce sont des projets. Hein. Beaucoup d'iammoniac, iméthanol, ikérosène, vous voyez, iméthanol, ikérosène. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais voilà, il y a des projets un peu partout. On est au début de cette affaire-là. On est encore très, 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 très loin du compte. En tout cas, très loin du compte en termes d'échelle des besoins. Oui, donc on veut remplacer les fossiles, et je voulais quand même redire que la situation n'est pas terrible en termes de remplacement des fossiles. Depuis le temps qu'on en parle, la réalité est très loin d'avoir beaucoup avancé. J'ai essayé, et chaque fois j'essaye de vous donner les résultats les plus récents, issus des rapports les plus récents. Vous voyez, 592 hexajoules, c'est la consommation d'énergie de la planète. Et comme vous le voyez, alors ça vient de ce Statistical Review of World Energy, 2025. Alors les chiffres sont variables d'un rapport à l'autre, mais vous voyez qu'on est toujours à plus de 85% de dépendance vis-à-vis des fossiles. Ça n'a pas bougé. Ça ne bouge pas. Alors c'est un peu dramatique, mais c'est la réalité. Et vous voyez les contributions charbon, pétrole, gaz, le reste étant ici renouvelable, hydroélectricité, nucléaire. Voilà tous les points où il y a des projets d'extraction de combustibles fossiles. Vous voyez, on continue à avoir des projets d'extraction de combustibles fossiles. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir encore de la production de pétrole, gaz et charbon. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce que la demande énergétique continue à augmenter.
l'humanité demande toujours plus d'énergie. Vous avez les chiffres ici. Vous voyez, ce sont les points noirs partout, alors à part au Japon, visiblement, qui a diminué entre 2024 et 2023. Mais la consommation, la demande d'énergie a augmenté de près de 3% en Chine, de près de 5% en Inde, enfin c'est partout pareil. Dans le sud-est asiatique, plus 4%. En Europe, c'est moins, mais c'est une augmentation de demande énergétique. Et même si on voit que dans certains endroits, la Chine est assez représentative, il y a un accroissement. Alors ça, en ordonnée, c'est l'accroissement, le changement en consommation, en demande énergétique, en hexajoule. Mais vous voyez, il y a une part importante ici de renouvelables, hein, c'est ce qui est vert ici. C'est vrai aussi aux États-Unis. Mais en dépit de cela, vous voyez ici, tout ce qui est orange, c'est le charbon. Le pétrole, ça augmente aussi un peu moins. Et puis le gaz, c'est en violet, et c'est aussi très important. Donc une demande énergétique qui croît. Et en dépit du fait, c'est ce que vous voyez ici, qu'il n'y a pas de doute, l'installation de capacité d'éolien, de solaire, de renouvelables augmente. Hein, et ce n'est pas linéaire, hein, ça augmente sérieusement avec une plus grande partie de solaire. En dépit de cela, parce que ça a l'air grand, mais ce n'est pas si grand par rapport aux fossiles, nous restons avec une dépendance vis-à-vis des fossiles qui reste très très important. Donc le chantier est énorme, et en tout cas il est loin d'avoir été résolu. La conséquence, c'est que, évidemment, les émissions de CO2 continuent d'augmenter. En 2024, par rapport à 2023, c'est une augmentation de 0,8%, et vous voyez que c'est à peu près identique au rythme de la dernière décennie 2010-2019, c'était plus 0,9% par an. Voilà, donc même ça ne change pas beaucoup, et en regardant les chiffres plus récents, vous voyez, le premier semestre 2025, c'est plus 0,7% par rapport au premier semestre 2024. Voilà, ça baisse à certains endroits, hein, l'Europe, ici, vous voyez, la France. Et puis ça augmente ailleurs, un peu de moins en moins en Chine, massivement en Inde. Voilà. Donc c'est la situation aujourd'hui. Voilà. Alors pour la France, on est dans une situation où en effet nos émissions diminuent. Ici c'est pour vous montrer des évolutions. Par exemple le gaz en France, hein, on était à 470 TWh en 2021, on est à 360 en 2024. Voilà, c'est le plus bas chiffre de consommation de gaz depuis 1990. Donc il y a des efforts. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit le résultat d'efforts, mais plutôt de contraintes. En tout cas, ça diminue. Voilà, et puis quand vous lisez à peu près tous les rapports des gens spécialisés dans les évaluations de la production de pétrole et de gaz et de charbon, vous voyez tout ça. Vous voyez ça. Il y a à la fois des rapports de l'Agence internationale de l'énergie 2024 et 2025, ou qu'est-ce qu'il y a, l'OPEP ou Shell. L'AIE, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Donc vous voyez que tous les secteurs, c'est la même chose. La consommation mondiale de charbon a atteint un record en 2024. Le niveau des capacités mondiales de centrales à charbon est inégalé, 2175 gigawatts. En 2024, la Chine a commencé la construction de centrales pour une capacité de 94 gigawatts. C'est un record depuis 2015. Alors si on les construit, ce n'est pas pour qu'elles vivent 1 an ou 2, c'est pour 30-40 ans. 21 gigawatts de charbon mis en service au premier semestre 2025, un record depuis 2016. Voilà. Pareil pour le gaz, hein, record en 2024. La demande de gaz devrait encore augmenter en 2025. La demande mondiale de GNL, de gaz naturel liquéfié, devrait augmenter d'environ 60% d'ici 2040. Bon, voilà, on est dans cette réalité-là. Pareil pour le pétrole, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est les mêmes chiffres. En 2024, le monde n'aura jamais autant consommé de pétrole, et ça devrait atteindre un niveau record en 2025. Voilà. Pour l'électricité, donc il y a une électrification du monde. Vous voyez, en 2024, il y a eu une augmentation de 4%. Les renouvelables, c'est 31% si on tient compte de l'hydroélectricité. Vous voyez, renouvelables et hydroélectricité.
plus le nucléaire. Donc bon, il y a quand même une part bas carbone. Et comme vous le voyez ici, les capacités solaires et éoliennes ont été augmentées en 2024. Donc il y a une électrification qui se passe, mais voilà. Alors, pour la France, à nouveau quelques chiffres. 1500 TWh, c'est notre consommation, ça c'était en 2023, ça n'a pas beaucoup changé en 2024. Vous voyez que c'est les transports qui consomment le plus d'énergie. Donc vous avez ici les ratios entre les différents secteurs. Et alors les grandes caractéristiques, je l'ai dit, c'est que l'électricité, 27%, c'est donc je l'ai dit, nous sommes un des pays déjà les plus électriques du monde. Il s'avère que cette électricité, comme vous le verrez un peu plus précisément, est bas carbone. Elle est à 95% décarbonée, donc nous dépendons des fossiles, non pas à 87% comme la moyenne mondiale, mais à 58%. Alors, ça serait mieux d'en faire moins, mais on est déjà positionné voilà, relativement bien, et évidemment, il faut aller plus loin. Et bien sûr, il faut se débarrasser des fossiles pour ce qu'on a dit, pour limiter les émissions de CO2, mais dans notre cas précis, c'est que nous avons aussi une autre bonne raison de le faire, c'est que nous dépendons à 100% de l'extérieur. Nous sommes totalement dépendants des fournisseurs extérieurs, nous importons tout, et vous voyez, notre facture énergétique, elle est en moyenne autour de 60 milliards d'euros par an. Vous voyez, nos problèmes budgétaires actuels trouveraient une partie de leur solution si nous n'avions pas à importer ce pétrole, ce gaz et ce charbon. Voilà, alors j'ai dit qu'il fallait parler de l'électricité, donc, puisque on aura à faire des calculs sur notamment, puisque ce sont des carburants électriques, quel type d'électricité, quelle quantité d'électricité on a besoin pour faire voler les avions, etc. Donc, où est-ce qu'on en est sur l'électricité? Alors ça, on a des chiffres très précis, très intéressants. RTE a publié en 2025 le bilan électrique 2024, donc chaque année, il publie le bilan de l'année précédente. Donc j'ai évidemment pas le bilan électrique 2025, mais ce bilan électrique 2024 nous dit la chose suivante. En termes de production, nous produisons 536 TWh. Le nucléaire, c'est 67%, 360 TWh. L'hydraulique, 75 TWh, c'est presque 14%. Et les autres parties du camembert, vous voyez, c'est l'éolien au niveau de 48 TWh, le solaire, 23 TWh, et un peu de gaz, il n'y a plus de charbon, vous voyez, c'est 0,13%, 17 TWh. Donc, vous voyez ici que si on combine nucléaire, hydroélectricité, éolien, solaire, on est à plus de 95%. On dit décarboné, enfin, rien n'est totalement décarboné là-dedans, mais enfin, bas carbone, c'est-à-dire que nous avons une électricité particulièrement, une production électrique particulièrement vertueuse. Je pense qu'on ne le dit pas assez, mais c'est la réalité. Et dans ce bilan, on a quelques chiffres qui sont intéressants. Donc, j'ai dit la production, c'est 536, mais nous ne consommons que 447 TWh. Et vous allez voir juste après, je crois que nous sommes, en Europe, le seul pays qui est, appelons-le comme ça, en surproduction électrique, enfin avec un excès de production électrique par rapport à la consommation. Alors ça a un avantage, c'est qu'on exporte. Nous sommes le plus gros exportateur d'électricité en Europe. On a exporté 89 TWh, le précédent record c'était 77 en 2002. Donc en 2024, et j'en discutais avec Noureddine, et aujourd'hui on considère que 100 TWh, parce qu'on dit ah ben, c'est formidable d'avoir plus de production que de consommation, puisqu'on exporte, donc ça fait des milliards d'euros qui rentrent. Là, ça fait à peu près 5 milliards d'euros, hein, vous voyez les 89 TWh, donc c'est bien. Sauf qu'il y a une limite. Et on considère, hein, je crois que c'est ça, hein, que
On ne peut pas aujourd'hui, compte tenu des interconnexions, dépasser 100 TWh d'exportation. Donc on est presque à la limite. Donc ce n'est pas parce qu'on en rajoutera 200 TWh d'électricité de production et qu'on ne consommera pas que ça nous fera encore plus de milliards parce qu'on ne pourra pas les exporter. Je crois que c'est un point important, j'y reviendrai plus tard. Donc je l'ai dit, bas carbone. La part des ENR est presque à 30%, hein, c'est un record. Le pourcentage de production fossile, 3,6%, c'est le niveau le plus faible depuis 1950. Les émissions donc, de total de gaz à effet de serre en millions de tonnes par équivalent de CO2, c'est 11,3, c'est le niveau le plus faible depuis 1950. Et l'intensité carbone de notre système électrique, c'est 21 grammes de CO2 par kilowattheure. Et ça, c'est parmi les plus basses empreintes du monde. Voilà, l'Allemagne, c'est autour de 360 grammes de CO2 par kilowattheure. Tout ça se fait dans un contexte, donc je l'ai dit, c'est pour vous montrer quelques chiffres, hein, mais quand même, là, on peut considérer que ce n'est pas suffisant, enfin, etc. Encore qu'à nouveau, on le verra, on peut mettre des paquets de solaire et d'éolien dans une situation où on est déjà en consommation significativement inférieure à la production, mais, et puis on a beaucoup de nucléaire dans ce pays, mais néanmoins, nous installons des capacités solaires et éoliennes. Vous voyez, ça continue, alors avec quelques variabilités, mais ça continue à augmenter. Et ici, ce sont les chiffres qui vont à 2023, mais en 2024, je l'ai dit, c'est 23 TWh et 48 TWh de solaire et d'éolien respectivement. Nous exportons, nous avons toujours exporté, c'est la courbe noire ici. Les 89 TWh dont je parlais sont ici. Il n'y a qu'une année, vous savez, où on a eu des problèmes avec notre système de production électrique. On a dû importer. C'est la seule année, hein, depuis, ici, c'est depuis 2005. Et comme vous le voyez, nous exportons beaucoup en Allemagne, en Suisse et en Italie. Mais nous exportons pratiquement partout. En réalité, hein, les 89, excusez-moi, mais on a... oui, c'est ça. On a exporté 101 TWh. C'est pour vous dire qu'on est dans la limite. Hein. Et on a importé 12 TWh. C'est le bilan import-export. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer. Si vous regardez, donc en violet, c'est la production électrique. En jaune, c'est la consommation, la demande. Vous voyez que toute cette partie-là des pays de l'Europe, c'est à peu près équilibré. La France est là. Beaucoup plus de production électrique que de consommation. Et puis il y a des pays qui sont en déficit. Alors eux, ils importent essentiellement. Voilà. Alors je vais terminer en parlant du nucléaire, de la situation du nucléaire, parce que c'est quand même... Je vous en parle parce qu'on ne s'est pas vu depuis quelque temps, j'en ai déjà parlé du nucléaire, mais on aura d'ailleurs la chance hein, la semaine prochaine d'avoir Vincent Berger qui viendra, donc haut commissaire à l'énergie atomique, qui viendra nous en parler plus précisément. Mais évidemment, c'est un acteur majeur de notre production électrique. À nouveau, si on veut électrifier massivement les usages, la question se posera de savoir à quel niveau on met le nucléaire par rapport à l'éolien et le solaire dans un pays qui est évidemment historiquement marqué par une industrie électronucléaire importante. Vous savez, ça a été assez erratique, hein, je l'ai déjà dit, la politique nucléaire française. Il s'avère qu'en février 2022, le président de la République, dans son discours de Belfort, a complètement changé la perspective des gouvernements français précédents en déclarant que tout d'un coup, on n'allait pas fermer les 14 réacteurs qui sont d'ailleurs dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de texte actuel, pas le projet, et qu'on allait au contraire en construire. Bon, c'était en 2022, c'est toujours rien passé d'une certaine façon, mais il y a eu, je crois, c'est pour ça que je le cite, il y a eu un conseil de politique nucléaire qui était une réunion importante, hein, qui a eu lieu le 17 mars 2025, et qui a effectivement mis en place, en tout cas sur le papier, les grandes lignes de la politique électronucléaire française. C'est évidemment la confirmation d'un programme EPR2, hein, avec la construction de 6 réacteurs d'abord et peut-être 8 ensuite,
EDF, alors mise en œuvre en 2038 et pas en 2035, comme ça avait été initialement dit, avec la demande à EDF de fournir avant Noël, le temps passe vite là aussi, on n'a toujours rien, le coût, le devis et les délais. L'expérience de Flamanville méritant que ceci soit bien établi. La deuxième chose, c'est une stratégie de développement des activités minières d'Orano pour sécuriser l'approvisionnement en uranium. Tout ça est dans ce texte-là. Troisièmement, le renouvellement des installations de la Hague pour entreposer, recycler les combustibles usés. Et puis, deux choses. La confirmation quand même des orientations spécifiquement françaises visant à la fermeture du cycle du combustible. Donc c'est le projet des réacteurs de 4e génération, les réacteurs à neutrons rapides, donc qui passent par tout un tas de choses, fabrication des combustibles, maîtrise des réacteurs, maîtrise du retraitement de ces combustibles, enfin tout ça est évidemment spécifique de ces réacteurs. Et puis un soutien aux technologies des petits réacteurs nucléaires dont j'avais dit déjà un mot. Tout ça a un sens dans un contexte, comme vous le savez, où voilà, la moyenne d'âge des réacteurs, c'est 40 ans aujourd'hui en France. Et vous voyez que certains... vous voyez, il y a 23 réacteurs qui ont plus de 40 ans. Alors, ces réacteurs étaient initialement construits pour vivre 40 ans. En fait, partout dans le monde, on voit qu'ils fonctionnent tout à fait bien au-delà de cet âge, mais 40 ans, 50 ans, 60 ans, tout ça est ouvert. Et évidemment, il y a des analyses de ces réacteurs pour les prolonger. Alors, voilà, donc en France, on a 56 réacteurs. Il y a le PR de Flamanville qui a démarré. On a produit 361 TWh en 2024, je l'ai dit, et là, je suis allé jusqu'à septembre dans les données d'EDF pour récupérer cette figure, et vous voyez que chaque mois, en 2025, c'est la barre sombre, on a produit plus d'électricité nucléaire que l'année dernière. Donc le système de production nucléaire, après avoir été en difficulté en 2022, retrouve petit à petit une activité tout à fait raisonnable. Alors, ces réacteurs nucléaires, évidemment, dans la stratégie française, s'appuient sur un certain nombre d'avantages de ces réacteurs. Le premier, c'est que, évidemment, c'est une énergie de stock. C'est une énergie bas carbone, évidemment, c'est une énergie de stock et pas une énergie intermittente. La deuxième chose, ça c'est très très important, j'y reviendrai plus tard, mais ce sont des réacteurs qui sont pilotables. La France a fait le choix, et les réacteurs ont été construits pour ça, de permettre la pilotabilité, c'est-à-dire la variabilité qui permet d'aligner demande et offre. Ça, c'est très important, parce qu'un pays qui a choisi de faire massivement du nucléaire est obligé de moduler avec son nucléaire. Partout ailleurs où il y a une part moins importante de nucléaire, le nucléaire est dit utilisé en base, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, et ce qui varie, ce sont les centrales à gaz ou les centrales à charbon. Et ça, c'est absolument clé, il faut bien comprendre ça. Donc il y a un enjeu pour le nucléaire français, c'est cette pilotabilité. Évidemment, dans une certaine limite et sur toutes les échelles de temps. Et par exemple, ici, c'est pour vous donner un exemple, c'est la centrale de Golfech, 1300 MW. Vous voyez que sur une journée, on peut faire 2 descentes de 900 MW en moins de 30 minutes. On peut remonter en 30 minutes. Alors ici, c'est par exemple, on s'adapte, c'est la nuit, donc il y a baisse de la consommation, donc on fait tomber les productions nucléaires. On le refait quand il y a beaucoup de production renouvelable intermittente, du solaire, ça c'est l'après-midi, vous voyez, 13h à 17h. Donc on peut refaire tomber, on peut faire ça 2 fois dans la journée. Et puis on peut aussi moduler plus finement, vous voyez, pour maintenir la fréquence du réseau, par exemple. Voilà, donc ça c'est une des propriétés des réacteurs français, parce que c'est le nucléaire, à côté de l'hydroélectricité aussi, bien sûr, il y a les barrages. Il y a un avantage, c'est l'inertie mécanique des turbines. Je ne sais pas si
Noureddin en parlera, mais il y a une capacité de ces réacteurs de contribuer à la stabilisation de la fréquence du réseau et de la tension. Et je montre juste ceci parce que c'est important à savoir. Je ne sais pas si c'est toujours valable, mais j'ai vu ça en 2023, peut-être tu... Mais ici, c'est la constante d'inertie pour les différentes sources de production. Ce que vous voyez essentiellement, c'est que les réacteurs nucléaires et les machines thermiques à gaz à charbon ont des machines tournantes, donc fournissent de l'inertie. Le nucléaire est la source d'énergie qui a la constante d'inertie la plus élevée. Et comme vous le voyez ici, en attente de stratégies futures, eh bien, le solaire et l'éolien le système n'a aucune inertie. Et donc, un système aujourd'hui qui serait 100% solaire et vent n'est pas possible, ne serait-ce que par ce problème de manque d'inertie, en attente à nouveau de technologies électroniques de puissance, peut-être, des choses comme ça. Voilà. Oui, une dernière chose que je voulais dire, c'est que peut-être le nucléaire en a encore sous la pédale, si on peut s'exprimer comme ça, parce que, mais avec les limites de la modulation, c'est que notre facteur de charge, le facteur de charge du parc nucléaire est assez faible. Le facteur de charge, c'est la puissance utilisée par rapport à la puissance installée. D'accord ? Eh bien, vous voyez ici, ça c'est un chiffre de 2025 pour la planète. Donc le facteur de charge du nucléaire est autour de 80%. C'est aussi ce qui se passe en Europe. Il y a des pays qui sont au-dessus, mais vous voyez, en ce qui nous concerne, on est plutôt autour de 60%. Donc on est un des pays qui a le facteur de charge le plus faible du monde. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est le classement en termes de facteur de charge. On était là en 1970, on était 4e, là on était 1er, et maintenant on est 35e ou 36e. Vous voyez ici, ça c'est une semaine de juillet de 2024. On est autour de 60 et quelques %. Donc, alors qu'on a à peu près 61 gigawatts installés de puissance nucléaire, on a la puissance de notre parc nucléaire varie entre 20 et 50 gigawatts. Et 1 gigawatt, c'est quand même 6 térawattheures. Voilà. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Évidemment, il y a la modulation, le suivi de charge, le fait qu'on module, parce que c'est le nucléaire, à côté d'un peu d'hydroélectricité, c'est le nucléaire qui permet cet équilibre. Donc on est obligé de baisser quand il y a une demande faible. Donc il y a ça. Mais il y a tout un tas d'autres raisons. L'arrêt pour le rechargement du combustible, la maintenance et remplacement des composants, le grand carénage, c'est les examens décennaux pour prolonger les réacteurs, les exigences croissantes de sûreté qui sont significatives. Voilà. Bernard Fontana, c'est le nouveau président d'EDF. Dans son audition au Parlement, le 30 avril 2025, parle de ça. Poursuivre le rétablissement de la production nucléaire à des niveaux cohérents avec les meilleurs standards internationaux. Vous voyez que si on était au facteur de charge européen, 85%, on pourrait aller jusqu'à 450 TWh d'électricité nucléaire. Et on est à 360. Alors vous voyez, c'est presque 100 TWh de plus, donc on est déjà à 100 de trop. Enfin, je reviendrai sur cette question. Voilà, l'Académie des sciences est exprimée souvent sur le nucléaire. Ça, c'est un rapport qui est relativement ancien, mais qui est encore valide. 2021, j'en ai déjà parlé. C'est tout ça, nos propositions, prolonger les centrales, évidemment, après examen de sûreté nucléaire, bien sûr, construction de nouveaux réacteurs, et puis recherche et développement pour des réacteurs du futur. Bon, en 2021, c'était avant le discours de Belfort, nous disions tout ça. Bon,
il faut constater que la nouvelle politique électronucléaire française correspond à ce type de recommandations, répond à ce type de recommandations, et donc on ne peut que s'en satisfaire. Il y a ce document qui est intéressant, Trajectoire vers un nucléaire durable pour la France et l'Académie des technologies. Voilà, et je mentionne qu'en juillet 2025, vous voyez cet été, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a donné son feu vert à la prolongation de 10 ans des 20 réacteurs de 1300 MW. C'est significatif. Voilà. Et je crois que c'est la dernière de mes planches. C'est partout comme ça. Il y a un renouveau du nucléaire. Alors, bon, en même temps, il ne faut pas exagérer. Hein. S'il y a 87% de fossiles aujourd'hui sur la planète, il n'y a que 10% de nucléaire. Donc, mais dans ces 10%, il y a une tendance claire à l'augmentation et ça n'arrête pas. Donc, vous voyez, c'est à peu près 10% du mix énergétique, hein. 2900 du mix électrique. Donc, prévision d'augmentation de la production totale, 2900 TWh dans le monde. C'est la deuxième des énergies bas carbone après l'hydro, en termes de quantité. Alors, en 2024, il y a eu 7 réacteurs qui ont été connectés au réseau. 3 en Chine, 1 aux Émirats, 2 en Inde, 1 aux États-Unis, 1 en France. Il y en a 2 qui redémarrent au Japon. Donc le Japon lui-même, malgré Fukushima, redémarre les réacteurs. Il y en a qui ferment aussi, hein, Taïwan, Russie. Et en Europe, vous voyez, l'Italie, au mois d'octobre, il y a eu un vote d'une loi de relance du nucléaire. En Belgique, il y a eu l'abrogation, alors ça c'est en mai 2025, l'abrogation de la loi de 2003 sur la sortie de l'énergie nucléaire. Oui, c'est ça. Au Japon, donc en juin 2025, vous voyez, tout ça est très récent. Hein. Il y a une loi de décarbonation de l'électricité qui passe par la prolongation des réacteurs et avec un objectif de 20% du nucléaire pour le mix en 2040. Donc le Japon revient à une politique nucléaire très forte. Voilà. Il y a quand même 63 réacteurs qui sont en construction à l'heure actuelle sur la planète, la moitié en Chine. Et il y a 10 nouveaux réacteurs en avril 2025 qui ont été approuvés en Chine. Bon, voilà. Ça, vous voyez, j'ai commencé par les carburants électriques. Et puis j'ai dérapé sur l'électricité, mais vu qu'on va parler d'électricité, il me semblait utile de redonner une vision globale de la problématique de l'électricité, de la réalité d'aujourd'hui. Et on continuera la semaine prochaine là-dessus. Et surtout, on va y rester tout de suite sur ce grand sujet des réseaux électriques. Donc, comme d'habitude, je vous propose d'écouter maintenant Noureddine. On échangera après sa présentation. Bon, il faudra que Noureddine nous quitte à 16h15, donc vous aurez un quart d'heure pour discuter avec lui. Si vous avez besoin, je resterai un peu plus longtemps, mais en tout cas, je passe la parole, cher Noureddine. Donc Noureddine, c'est vraiment le grand spécialiste français des réseaux électriques, des recherches dans ce domaine. D'ailleurs, il fait tout ça en lien avec les bonnes entreprises qui travaillent sur le sujet, et en particulier Enedis, hein, qui est cette entreprise de distribution de l'électricité et qui joue un rôle majeur dans les réseaux en France. Il est professeur à l'université de Grenoble. Et voilà, je lui laisse la parole. Noureddine. Merci.